Mon intervention, vous savez très bien que les droits humains sont intimement liés aux questions financières et spécialement à l'impôt. D'ailleurs, les droits de l'homme trouvent leur origine dans la résistance à l'impôt. Et je peux citer à cet égard la signature du premier document financier, à savoir la Magna Carta, en 1815, donc après la défaite de Dauphine. Après, il y a eu la signature de plusieurs documents financiers, à savoir la Pétition des droits en 1628 et le Bill of Rights en 1689. Tous ces documents marquent la volonté de consécration des droits humains à travers et via l'impôt. Il y a eu également la déclaration d'indépendance aux États-Unis en 1776 qui consacre le principe en vertu duquel aucun impôt ne peut être prélevé sans le consentement des citoyens. Un principe qui a été défendu en 1755 par Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'économie politique. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens a également, en 1789, mis les bases d'un système fiscal qui est juste, à travers ses articles 13, 14 et 15. L'article 13 qui décide les contours de la justice fiscale, l'article 14 qui parle du principe de consentement, de la notion du consentement à l'impôt, qui est bien sûr différente du consentement de l'impôt, et l'article 15 qui fonde le contrôle. Aussi, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 consacre les principes d'égalité, de justice et de dignité. Pour répondre aux dispositions des différentes déclarations, et bien sûr, et compte tenu des défis auxquels notre pays est exposé, à savoir la pression internationale pour la préservation des droits humains, parce qu'on n'a pas choisi de préserver les droits humains, parce qu'il y a une pression internationale pour le faire. Il y a les bailleurs de fonds. Il y a l'ampleur des déficits budgétaires qui sont abyssaux, qui poussent l'État dans une situation d'endettement, dans l'engrenage de la dette, qui impacte négativement, bien sûr, les générations futures. Il y a la prise de conscience de l'importance de la cohésion sociale dans le renforcement de l'attractivité du territoire, surtout avec l'exacerbation de la concurrence fiscale au niveau international. Et face à toutes ces situations, ces défis, donc la contrainte internationale, notre pays s'est trouvé acculé à entreprendre une myriade de réformes visant à relégitimer l'intervention publique et les choix politiques, et ce, à travers la recherche de la performance au niveau des politiques publiques. La question qui se pose avec acuité: dans quelle mesure notre système fiscal actuel consacre-t-il les principes consacrés par les différentes déclarations? Les politiques publiques telles qu'exécutées actuellement à travers le budget consacre-t-elle et respecte-t-elle les droits humains? Le contrôle fiscal consacre-t-il les droits des contribuables? Et je parle sous réserve et sous l'œil du spécialiste, praticien, Simajd, qui nous vient de Marrakech, ou que je salue. Bien sûr, au Raqabad, au Stade Diana, au Stade al-Ammar. Nous savons que l'impôt répond à 4 principes. Principe de légalité, la légalité, égalité, légalité, la nécessité et l'annualité. Commençons par le premier principe qui est celui de l'égalité. Donc le principe de l'égalité nous renseigne sur la situation de justice ou bien d'injustice d'un système fiscal. Donc cette justice qui est évaluée en se basant sur 2 théories. La théorie du bénéfice et la théorie de la capacité contributive. La théorie des bénéfices a été développée par Thiebaud, pour qui il ne faut pas voir en l'impôt une spoliation, mais il faut voir la contrepartie. Il faut voir la combinaison impôt-bien public qui soit attractive pour pouvoir juger de la justice d'un système fiscal. Donc, il convient ainsi de montrer le processus qui a sacralisé la notion de service public avec comme résultante l'asphyxie et l'accablement des citoyens par des impôts ahurissants, exorbitants et injustes. La théorie de capacité contributive, c'est celle qui nous parle de la progressivité du système fiscal, parce que pour juger de la justice d'un système fiscal, on parle de la progressivité. Partant de ces 2 théories, notre pays a mis en exergue dans la Constitution 2011 et dans la Loi organique des finances 133 des notions en rapport avec l'importance de la performance des politiques publiques, le renforcement du rôle du Parlement en matière de contrôle et d'évaluation, la réédition des comptes et la responsabilisation des gestionnaires, la clarification de la destination des deniers publics, aussi la loi cadre portant numéro 69-19, portant réforme fiscale, et elle a été adoptée
avec pour objectif principal de consacrer la justice sociale par une justice fiscale, parce qu'il n'y a pas de justice sociale sans justice fiscale, bien entendu. Donc, sans trop m'attarder à exposer l'évolution du système fiscal depuis l'indépendance et à travers les différentes réformes qui ont été mises en place, je vais me focaliser uniquement sur la récente réforme fiscale contenue dans la loi cadre 69-19 et entamée en 2023 avec la réforme de l'IS, qui va aller jusqu'à 2026, la réforme de la TVA en 2024 et la réforme de l'IR en 2025. Concernant l'IS, il y a eu une modification des taux. Il y a eu une modification des taux pour aligner les taux supérieurs à 35%. Donc, et pour les taux, pour les tranches inférieures qui sont le bénéfice net réel qui est inférieur à 300 000 dirhams, on va passer de 17,5 à 20%. Donc, et là, on pourrait se demander sur la liberté d'entreprendre. Ça remet en question la concurrence fiscale, la concurrence, pardon, et l'attractivité du territoire et la compétitivité des entreprises marocaines. Donc, parmi les droits consacrés dans la Constitution, c'est le droit d'entreprendre. Comment peut-on propulser et encourager les entreprises à entreprendre si on les accable d'impôts ahurissants, avec l'ampleur de la fraude et de l'évasion fiscale en termes de cet impôt? La TVA, la diversité des taux a été mise en place en premier lieu pour consacrer la progressivité du système fiscal. Actuellement, il y a eu l'élimination de deux taux, le 2 de 7 et de 14%. Du coup, on va se voir appliquer pour les produits qui ont été imposés à 7% des taux supérieurs, 10%, et ceux qui étaient à 14%, la plupart d'entre eux vont grimper à 20%. Ça touche le pouvoir d'achat des contribuables, des citoyens, moi et vous, et des autres citoyens. Et il y a également aux côtés de l'IR, l'impôt sur le revenu. Croire qu'on a baissé d'un point la tranche supérieure de 38, qui est passée de 38% à 37%, que c'est un avantage, c'est un leurre. Bien au contraire. Les miettes qu'on nous a ajoutées, qu'on nous a données par la main droite, on va les spolier par la main gauche tout simplement, à travers la TVA. Et c'est une question et c'est un point que j'ai déjà discuté le 30 janvier avec Simejd. Donc, le passage déjà le seuil inférieur de 30 000 à 40 000, c'est aberrant. Comment peut-on exiger d'un citoyen dont le revenu est de 40 001 dirhams de payer un impôt? Aïe. Donc, du coup, il faut revoir à la hausse le seuil d'imposition. 40 000 dirhams, pour moi, c'est inacceptable. La baisse d'un seul point le passage de 38% à 37%, vous savez combien on a touché, les profs universitaires, on fait partie de la classe moyenne, avec la flambée des prix, avec l'inflation, c'est pas vraiment pour moi une vraie augmentation des salaires, c'est juste un leurre. Bon, du coup, en dépit des efforts déployés, notre système fiscal est toujours, comme d'habitude, qualifié d'inique, d'injuste, d'inéquitable, inefficace, tout ce que vous voulez. Il y a des gars, ce qui commence par avec ce qui se solde par des effets néfastes sur le plan économique, sur le plan financier et surtout sur le plan social, puisqu'on parle maintenant des droits de l'homme. Avec, bien sûr, l'exacerbation de l'incivisme fiscal, des sentiments d'injustice et de résistance à l'impôt. Côté maintenant, principe d'annualité consacré à travers et exprimé à travers l'autorisation parlementaire qui reflète le consentement à l'impôt. Avec la promulgation de la nouvelle constitution, on assiste à une véritable responsabilisation du Parlement en matière de questions financières. Le Parlement, il est appelé à participer aux questions financières, aux débats ayant trait aux questions financières dès les premières étapes de préparation du projet de loi de finances. Donc, on a consacré le rôle du Parlement en tant qu'évaluateur de politique publique dans la Constitution. Tout ça pour la consécration du principe du consentement à l'impôt. Mais la réalité montre le contraire. Le grand bémol réside
dans la capacité des parlementaires à décrypter des documents aussi rébarbatifs, flous, hermétiques que sont les documents financiers. Avec un laps de temps. Alors, on est passé, l'ancienne loi organique de 98, de 70 jours pour effectuer le vote à 58 jours, un rétrécissement du délai de vote. L'article 77 de la Constitution qui limite le pouvoir du Parlement en matière d'autorisation parlementaire. Donc, il n'a pas le droit d'augmenter une dépense ou bien de diminuer une recette, ce qui constitue une entrave au travail des parlementaires. À cela s'ajoute la pauvreté du débat fiscal au niveau du Parlement, un Parlement et un parlementarisme qui vivent des contraintes énormes liées à la défaillance d'information, la faible formation des parlementaires. Rien qu'aux États-Unis, la formation des parlementaires, elle a été achevée en 1972. Les parlementaires bénéficient d'une formation à l'université Harvard sur toutes les questions. Surtout tout ce qui est en rapport avec les politiques publiques. Là, on sait très bien notre Parlement, qu'est-ce qu'il abrite. Non, c'est pas, c'est moi m'exprimer. Donc, on a intérêt, pour la consécration des droits humains, de passer d'un Parlement traditionnel dominé à un Parlement innovateur et évaluateur. Pour le suivi de l'emploi des deniers publics, puisque ça a été consacré dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ce suivi, mais on peut pas en parler. Le suivi, c'est le contrôle, c'est la nomenclature, c'est la clarification de la destination des deniers publics à travers une nomenclature appropriée. La nomenclature budgétaire telle qu'elle est mise en place actuellement souffre de plusieurs défaillances au niveau des missions dont les intitulés sont généraux, laconiques et théoriques, ne sont pas accompagnés d'indicateurs et d'objectifs de performance. Les programmes qui peuvent recouvrir des actions hétérogènes, ce qui a pour conséquence de brouiller la visibilité des politiques publiques. Au niveau des indicateurs de performance qui sont complexes, les résultats, la difficulté de relier les résultats avec des actions qui peuvent être la résultante ou bien les résultantes de plusieurs interventions. Donc, du coup, la nouvelle nomenclature budgétaire est loin d'atteindre l'objectif de suivi de l'emploi public tel que recherché dans les différentes déclarations. Concernant le contrôle, il y a la responsabilisation des gestionnaires et la réédition des comptes. Ces gestionnaires qui sont tenus d'élaborer des rapports, des projets ministériels de performance, des rapports ministériels de performance. Il y a également le rôle de la loi de règlement. Mais l'expérience des différents États, elle a montré qu'il est difficile, que c'est une tâche ardue de lier entre responsabilité et politique publique exécutée, entre gestionnaire et action. Donc, du coup, parce que il y a des actions qui sont les résultats de plusieurs intervenants, donc de plusieurs gestionnaires qui ont intervenu pour réaliser cette action. Pour ce qui est de respect des droits de sûreté et de liberté de la vie privée, là, on pourrait évoquer la procédure fiscale et les invasions de la vie privée. Il y a également les contrôles fiscaux qui menacent la liberté du domicile. Il y a le secret de correspondance. Il y a pour les droits de propriété. Il faut protéger les contribuables contre les actes confiscatoires de la part de l'administration fiscale. C'est donc ce droit de propriété qui est consacré dans l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En guise de conclusion, il faut réformer la réforme mise en place actuellement, que ce soit au niveau des politiques publiques, que ce soit au niveau des systèmes fiscaux actuels. Le problème, c'est que nos politiques, que ce soit fiscales ou la politique publique en général, sont le résultat d'un mimétisme aveugle de l'expérience et des pratiques françaises. Du coup, c'est pas l'émanation du contexte national, le résultat c'est l'échec. On manque de spécialistes. On manque de concepteurs qui peuvent mettre en place des politiques publiques appropriées. L'État marocain ne manque pas de spécialistes. L'État marocain ne manque pas d'experts. Pourquoi mimétiser des expériences étrangères ou après leur échec à l'étranger, appliquer ici au Maroc? Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Merci. Merci. صراحة أستاذة وئام عندما تأخذ الكلمة خاصة في موضوع المالية العمومية إلا وتجد صعوبة في إلجام لسانها
أنا ما استطعتش نوقف هادشي اللي عطا الله. ولكن صراحة كانت مداخلة جد متميزة وغنية بمجموعة من الأرقام والإحصائيات والبيانات. شكرا أستاذة على هذه المداخلة القيمة. في إطار تدبير جلسات الجلسة الأولى ومن أجل تدبير العامل الزمني وتدبير الوقت وتحقيق نوع من التوازن بين الجلسة الأولى والثانية، لازالت لدينا مداخلتين، مداخلة الأستاذ كواعروس ومداخلة الأستاذ عبد المولى المساعد. طبعا سأعطيهم الكلمات ثم بعد ذلك نفتح باب المناقشة ونبدأ بالضيف. الضيف سي كواعروس وإن كان ليس ضيف. سي مساعد تفضل. أعطي الكلمة الأستاذ الجليل عبد المولى المساعد الذي سوف يقدم لنا مداخلة حول موضوع يعتبر من أهم المواضيع في مجال حقوق الإنسان، وهو هذا الحق هو حق ليس كلاسيكي أو تقليدي، ولكن حق جاءت به موجة الحقوق الجديدة في مجال حقوق الإنسان، وهو الحق في التنمية. الحق في التنمية على ضوء مقتضيات دستور 2011. لكم الكلمة.